10 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour arriver ici, devant cette porte bleue écaillée qui est maintenant la mienne. Je me souviens de chaque heure supplémentaire au bureau, chaque week-end passé à traduire des documents techniques pour quelques euros de plus, chaque nuit où j'ai choisi de travailler plutôt que de dormir. Mes collègues à Lyon me demandaient souvent pourquoi je m'acharnais tant. Émilie, ma chef, me disait parfois que je devrais profiter de ma jeunesse, sortir dans les bouchons du vieux Lyon, boire du Beaujolais avec les autres. Mais ils ne comprenaient pas. Pour moi, chaque euro économisé était une brique de plus vers ma liberté. J'ai grandi dans une famille où l'on ne demandait jamais mon avis. Ma mère, Françoise, dirigeait la maison avec une poigne de fer, et mon père, Bernard, acquiesçait toujours en silence derrière son journal Le Figaro. Dans leur appartement du 13e arrondissement de Paris, j'ai tout fait. Cette petite maison à Annecy représentait bien plus qu'un simple bien immobilier. C'était ma promesse silencieuse, celle que je m'étais faite à 16 ans, le jour où ma mère avait déchiré ma lettre d'acceptation pour un échange scolaire en Australie. Une fille n'a pas besoin de voyager seule, avait-elle dit en jetant les morceaux à la poubelle. J'ai signé l'acte de vente un jeudi matin pluvieux. Le notaire, maître Dubois, m'a regardé avec un sourire bienveillant pendant que ma main tremblait en tenant le stylo. Il devait voir défiler des dizaines de personnes chaque semaine, mais quelque chose dans mon expression l'a fait s'arrêter un instant. Félicitations, mademoiselle Martin. C'est un grand jour pour vous. Je suis sortie de l'étude notariale avec les clés dans la poche de mon manteau. Le lac d'Annecy était gris sous la pluie, mais je n'avais jamais vu de plus beau paysage. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une vieille Clio qui avait connu des jours meilleurs, et je me suis assise derrière le volant. Les larmes sont venues d'un coup, comme un barrage qui cède. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment. Dans mes fantasmes, j'appelais mes parents et ils seraient fiers. Ma mère dirait peut-être même qu'elle avait eu tort de douter de moi. Mon père lèverait son verre de vin et proposerait un toast à ma réussite. Ma sœur cadette, Juliette, viendrait m'aider à peindre les murs. J'ai composé le numéro de la maison familiale. Le téléphone a sonné 3 fois avant que ma mère ne décroche. Sa voix était comme d'habitude, tranchante et impatiente. Allô ? Maman, c'est moi, Sophie. J'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Il y a eu un silence. Je pouvais l'entendre respirer, probablement en train de regarder l'horloge de la cuisine, celle avec les petits oiseaux qui chantent à chaque heure. J'ai acheté une maison. À Annecy. Je signe, enfin, j'ai signé ce matin. Le silence s'est prolongé. Puis elle a parlé, et chaque mot était comme une gifle. Une maison ? Toi. Pourquoi faire ? Tu n'es même pas mariée. Qu'est-ce que les gens vont dire ? J'ai essayé d'expliquer. J'ai parlé de mes économies, de mon travail acharné, de mon besoin d'indépendance. Mais elle ne m'écoutait pas. Elle ne m'avait jamais écouté. Et tu aurais dû garder cet argent pour le mariage de ta sœur. Juliette, elle, c'est ce qui est important dans la vie. Elle a trouvé un bon parti, un médecin de Neuilly. Toi, tu ne penses qu'à toi-même. J'ai raccroché avant qu'elle ne finisse sa phrase. Mes mains tremblaient encore, mais cette fois c'était de colère, pas d'émotion. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison, ma vraie maison. Le quartier était calme, avec ses petites rues bordées de platanes. Les voisins sortaient leurs poubelles pour le ramassage du lendemain. Une dame âgée m'a fait un signe de la main depuis son jardin. C'était Madame Perrier, je l'apprendrai plus tard, une veuve qui vivait là depuis 40 ans. J'ai garé la voiture dans l'allée et je suis restée assise un moment, regardant la façade. La peinture bleue s'écaillait par endroits, les volets verts avaient besoin d'un coup de pinceau, et le petit jardin devant était envahi de mauvaises herbes. Mais c'était à moi. Chaque centimètre carré, chaque tuile du toit, chaque brin d'herbe rebelle. J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma nouvelle clé. Elle a grincé, et le son m'a fait sourire. À l'intérieur, l'odeur de renfermé m'a accueilli. Les anciens propriétaires étaient partis depuis 2 mois. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les vieux rideaux, créant des motifs dorés sur le parquet usé. J'ai fait le tour des pièces, une par une. La cuisine avec ses carreaux de faïence des années 70, le salon avec sa cheminée en pierre,
les 2 chambres à l'étage, la petite salle de bain avec sa baignoire sur pied. Tout avait besoin de travaux, mais je m'en fichais. C'était mon royaume, mon refuge, mon nouveau départ. Ce soir-là, j'ai dormi sur un matelas gonflable au milieu du salon vide. J'avais apporté une bouteille de champagne, du vrai champagne, pas du mousseux, et je l'ai bu seule, directement au goulot. Les bulles me piquaient la langue et je riais toute seule, comme une folle. Dehors, la pluie avait cessé et les étoiles commençaient à apparaître. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé le lac au loin, qui brillait sous la lune. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. J'ai pensé à toutes les fois où ma mère m'avait dit que je n'arriverais à rien sans un homme, que je finirais vieille fille dans un studio miteux. J'ai pensé à mon père qui n'avait jamais pris ma défense, trop occupé à éviter les conflits. J'ai pensé à Juliette, ma petite sœur, qui suivait déjà le chemin tracé par nos parents. Mais surtout, j'ai pensé à moi. À la petite Sophie qui rêvait d'avoir sa propre chambre, à l'adolescente qui cachait ses bulletins scolaires excellents parce que ma mère disait que les filles trop intelligentes faisaient peur aux hommes, à la jeune femme qui avait quitté Paris pour Lyon juste pour respirer. Cette maison, c'était ma victoire. Pas contre eux, mais pour moi. Le week-end suivant, j'ai pris la route pour Paris. J'avais espéré que le temps calmerait les esprits, que mes parents comprendraient mieux ma décision après réflexion. J'avais même acheté une bouteille de Saint-Émilion, le vin préféré de mon père, et des macarons de chez Ladurée pour ma mère. Dans ma poche, j'avais glissé un double des clés de la maison, enveloppé dans du papier de soie. Un geste symbolique, pensais-je, pour leur montrer qu'ils seraient toujours les bienvenus. Le trajet en train m'a semblé interminable. Je regardais défiler les paysages de la Bourgogne, puis l'entrée dans la banlieue parisienne, avec ses immeubles gris qui se succédaient. Plus on approchait de la gare de Lyon, plus mon estomac se nouait. J'ai vérifié mon téléphone une dizaine de fois. Aucun message de ma famille. Arrivé devant l'immeuble haussmannien où j'avais grandi, j'ai hésité avant de sonner. La façade imposante me rappelait toujours mon enfance, les dimanches silencieux, les repas où il fallait se tenir droite et parler seulement quand on nous y autorisait. J'ai finalement appuyé sur l'interphone. C'est moi, Sophie. Le bourdonnement de la porte m'a fait sursauter. Pas un mot, juste ce bruit mécanique et froid. J'ai monté les 4 étages, l'ascenseur étant encore en panne. À chaque palier, mes jambes devenaient plus lourdes. Ma mère m'attendait sur le pas de la porte, bras croisés, visage fermé. Elle portait son éternel tailleur bleu marine, celui qu'elle mettait pour les occasions importantes. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère, pas une mèche ne dépassait. Derrière elle, j'apercevais mon père dans le salon, immobile devant la télévision éteinte. « Entre » a-t-elle dit sèchement. Le salon n'avait pas changé. Les mêmes meubles en acajou, les mêmes tableaux représentant des scènes de chasse, le même tapis persan que ma grand-mère avait offert pour leur mariage. Tout était impeccable, comme toujours. Pas un grain de poussière n'osait se poser chez Françoise Martin. J'ai tendu la bouteille de vin à mon père. Il l'a prise sans me regarder, ses mains tremblaient légèrement. Je me suis tournée vers ma mère, essayant de sourire. « Maman, je sais que tu es en colère, mais laisse-moi t'expliquer. » Elle a levé la main pour me faire taire. « Explique-moi plutôt pourquoi tu as dépensé l'argent qui aurait dû servir à ta sœur. Juliette se marie dans 6 mois. As-tu pensé à elle? As-tu pensé à notre réputation? » J'ai senti la colère monter. Notre réputation. Toujours cette obsession du qu'en dira-t-on. J'ai sorti les clés de ma poche, toujours enveloppées dans leur papier de soie. Tiens, c'est pour vous. Un double des clés. Vous pourrez venir quand vous voudrez. La maison est petite mais... Ma mère a arraché le paquet de mes mains et l'a jeté par terre. Le bruit des clés sur le parquet a résonné dans le silence. Mon père n'a pas bougé. Tu n'es qu'une égoïste. Une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Sa voix montait, devenait stridente. Tu sais combien coûte un mariage convenable? Tu sais ce que les Dubois vont penser quand ils apprendront que leur futur gendre épouse une fille dont la famille ne peut même pas offrir une réception décente? Les Dubois. La famille du fiancé de Juliette. Des bourgeois du 16e arrondissement qui regardaient notre famille du 13e comme des parvenus.
J'ai compris soudain. Ce n'était pas vraiment l'argent le problème. C'était la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, de perdre la face. Maman, j'ai travaillé 10 ans pour économiser cet argent. C'est le mien. J'ai le droit. Le coup est parti avant que je ne finisse ma phrase. Sa main s'est écrasée contre ma joue avec une force qui m'a fait vaciller. Je n'ai pas eu le temps de réagir qu'elle avait déjà attrapé une poignée de mes cheveux, tirant si fort que des larmes me sont montées aux yeux. Le droit? Tu n'as aucun droit. Tu es ma fille. Tu fais ce que je te dis. Elle me traînait vers la cuisine, et j'ai vu avec horreur qu'elle attrapait les ciseaux de cuisine, ceux avec lesquels elle découpait le poulet du dimanche. Sans hésitation, elle a commencé à couper. J'entendais le bruit métallique des lames qui se refermaient, je sentais mes cheveux tomber sur mes épaules, sur le sol. Voilà ce que je pense de ton indépendance. Voilà ce que tu mérites. Elle coupait n'importe comment, par touffes entières. Mes cheveux châtains que j'avais mis des années à faire pousser tombaient comme des feuilles mortes. Je ne me débattais pas. J'étais tétanisée, incapable de comprendre comment on en était arrivé là. Mon père restait assis, le regard fixe. Pas un geste pour m'aider. Pas un mot pour arrêter ma mère. Il serrait juste la bouteille de Saint-Émilion entre ses mains, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Quand elle a eu fini, ma mère m'a poussé violemment. J'ai trébuché, me rattrapant de justesse à la table. Dans le miroir du couloir, j'ai aperçu mon reflet. Une créature pathétique avec des touffes de cheveux inégales, certains longs, d'autres coupés à ras. On aurait dit qu'un enfant s'était amusé avec des ciseaux. Maintenant, dehors. Tu n'es plus ma fille. Ne reviens jamais. J'ai ramassé mon sac, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. En passant devant mon père, j'ai murmuré « Papa ». Mais il a détourné le regard. Dans l'escalier, j'ai croisé Madame Lefebvre, la voisine du 3e. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, choquée par mon apparence. J'ai baissé la tête et j'ai dévalé les marches. Une fois dans la rue, j'ai couru. Je ne savais pas où j'allais, je voulais juste m'éloigner. Les passants me regardaient bizarrement, certains se retournaient. Une femme a même fait un détour pour m'éviter, probablement pensant que j'étais folle. J'ai fini par m'arrêter dans un square près de la gare de Lyon. Sur un banc, j'ai sorti mon téléphone pour appeler un taxi. Mes doigts glissaient sur l'écran, je n'arrivais pas à taper correctement. Dans la vitre sombre de mon téléphone, j'ai vu mon reflet. Les ciseaux avaient fait leur œuvre. J'étais défigurée. Le chauffeur de taxi m'a jeté des regards inquiets dans le rétroviseur pendant tout le trajet jusqu'à la gare. J'ai gardé la tête baissée, mes mains essayant vainement de cacher les dégâts. Dans le train du retour, j'ai trouvé un compartiment vide et je me suis recroquevillée près de la fenêtre. Ce n'était pas seulement mes cheveux qu'elle avait coupés. C'était le dernier lien qui me rattachait à cette famille. En 3 heures de train, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pas pour mes cheveux, ils repousseraient. Mais pour la petite fille qui avait cru qu'un jour, ses parents seraient fiers d'elle. Quand je suis arrivée à Annecy, il faisait nuit. Les lumières de la ville se reflétaient dans le lac, créant des traînées dorées sur l'eau noire. J'ai pris un bus jusqu'à mon quartier. En descendant, j'ai aperçu Madame Perrier qui promenait son chien. Elle m'a salué, puis s'est figée en voyant ma tête. Mais au lieu de s'enfuir ou de faire un commentaire déplacé, elle s'est approchée doucement. Ma pauvre petite. Venez, j'ai du thé chaud et des biscuits. On ne devrait pas rentrer seul chez soi dans cet état. Sa gentillesse inattendue a failli me faire pleurer à nouveau. J'ai secoué la tête. Merci, mais, j'ai besoin d'être seule. Elle a hoché la tête avec compréhension. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis au numéro 7. N'hésitez pas. J'ai ouvert ma porte avec des mains qui tremblaient encore. Ma maison. Mon refuge. Les murs m'ont accueilli en silence, sans jugement. J'ai allumé toutes les lumières, comme pour chasser les ombres de cette journée horrible. Dans la salle de bain, j'ai contemplé les dégâts. Ma mère avait vraiment fait n'importe quoi. Certaines mèches étaient coupées au ras du cuir chevelu, d'autres pendaient lamentablement. J'avais l'air d'avoir survécu à une attaque de tondeuse à gazon folle.
Les 2 jours suivants se sont écoulés dans une sorte de brouillard. J'avais appelé mon travail pour prendre quelques jours de congé, prétextant une urgence familiale. Émilie n'avait pas posé de questions, elle avait dû entendre quelque chose dans ma voix. Le premier matin, je me suis réveillée en espérant que tout n'avait été qu'un cauchemar. Mais le miroir de la salle de bain m'a rappelé la cruelle réalité. J'ai pris les ciseaux de couture que j'avais trouvés dans un tiroir de la cuisine. Ils étaient petits, rouillés, mais ils feraient l'affaire. Méthodiquement, j'ai commencé à égaliser les dégâts. Mèche par mèche, j'ai coupé ce qui dépassait, essayant de donner une forme cohérente à ce massacre. Le sol de la salle de bain s'est couvert de cheveux châtains. À chaque coup de ciseau, j'avais l'impression de me libérer d'un poids invisible. 2 heures plus tard, j'avais une coupe courte, très courte, mais au moins uniforme. Ce n'était pas joli, mais c'était moi qui l'avais fait. Dans le miroir, une femme différente me regardait. Plus dure, plus déterminée. Les traits de mon visage semblaient plus marqués sans l'adoucissement de mes longs cheveux. J'ai enfilé mes vieux vêtements de peinture, un jean troué et un t-shirt taché que j'avais gardé de mes années étudiantes. Dans le garage, j'avais trouvé des pots de peinture laissés par les anciens propriétaires. Du vert sauge, du blanc cassé, du bleu ciel. Pas mes couleurs préférées, mais elles feraient l'affaire pour commencer. La première pièce que j'ai attaquée était le salon. J'ai poussé le peu de meubles que j'avais contre le centre de la pièce, couvert le sol avec de vieux journaux trouvés dans la cave. Le rouleau dans la main, j'ai commencé par le mur du fond. Le vert sauge recouvrait lentement le beige terne, comme une nouvelle peau sur l'ancienne. J'ai mis la radio à fond. France Inter diffusait une émission sur les femmes entrepreneurs. L'animatrice parlait de résilience, de courage, de reconstruction. Ces mots se mêlaient au bruit du rouleau sur le mur, créant une étrange symphonie. Je peignais avec rage au début, comme si je voulais effacer les souvenirs de la veille. Puis, peu à peu, le geste est devenu plus calme, plus réfléchi. La peinture avait quelque chose de thérapeutique. Chaque passage du rouleau effaçait un peu plus de l'ancien, révélait un peu plus du nouveau. Mes bras commençaient à fatiguer, mais je continuais. J'avais besoin de voir la transformation, de sentir que je pouvais changer les choses. Vers midi, Madame Perrier a sonné. Elle tenait un plateau avec une quiche lorraine encore chaude et une bouteille de jus de pomme locale. Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas pensé à manger, a-t-elle dit doucement, ses yeux évitant poliment ma nouvelle coupe de cheveux. Je l'ai invitée à entrer. Elle a regardé le salon à moitié peint, les journaux par terre, mes vêtements tachés, et elle a souri. C'est bien, ce que vous faites. Cette maison avait besoin de vie. Nous avons mangé la quiche assise sur des caisses en plastique, au milieu du chantier. Elle m'a raconté l'histoire de la maison, comment le couple qui y vivait avant était parti en maison de retraite, comment ils avaient été heureux ici pendant 40 ans. Vous savez, a-t-elle dit en mordant dans sa part, j'ai coupé mes cheveux très courts aussi, une fois. C'était en 68. Mon mari n'était pas content, mais moi je me sentais libre. J'ai souri, le premier vrai sourire depuis des jours. Cette femme comprenait sans que j'aie besoin d'expliquer. L'après-midi, j'ai continué la peinture. Le salon prenait forme, devenait mon salon. Le soir venu, j'ai allumé des bougies, je n'avais pas encore acheté de lampe, et j'ai contemplé mon œuvre. Ce n'était pas parfait, il y avait des traces de rouleau visibles, quelques coulures, mais c'était à moi. J'ai dormi sur mon matelas gonflable, au milieu de l'odeur de peinture fraîche. Les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer l'air frais du lac. Pour la première fois depuis l'incident chez mes parents, j'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Le lendemain, j'ai attaqué la cuisine. Les vieux carreaux orange des années 70e narguaient, mais j'avais trouvé de la peinture spéciale carrelage dans le garage. Blanc. Simple, propre, nouveau. Pendant que je peignais, j'ai commencé à faire des plans. Une bibliothèque ici, un canapé là, peut-être des plantes près de la fenêtre. C'est en nettoyant les pinceaux que j'ai entendu le facteur. Une lettre. Je n'attendais rien, toutes mes factures étaient dématérialisées. L'enveloppe était blanche, l'adresse écrite à la main. L'écriture de Juliette. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Ma sœur et moi n'avions jamais été très proches. 5 ans nous séparaient,
et elle avait toujours été la préférée de maman. Blonde, gracieuse, docile. Tout ce que je n'étais pas, Sophie, commençait la lettre. Je suis désolée. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais maman m'a raconté. Je ne savais pas qu'elle irait si loin. Je sais que ce ne sont que des mots, mais tu me manques. J'aurais aimé avoir ton courage. J'ai relu la lettre 3 fois. Juliette, la parfaite petite Juliette, m'enviait mon courage? Elle qui allait épouser son médecin, qui vivait la vie que nos parents avaient planifiée pour elle? J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je ne savais pas quoi en penser. Une partie de moi voulait l'appeler, lui parler, mais une autre partie avait peur. Peur de rouvrir des blessures encore fraîches. Le soir du 3e jour, j'ai pris ma voiture et je suis allée en ville. Il me fallait de vraies lampes, de la nourriture, des produits de nettoyage. Annecy était animée, les terrasses des restaurants étaient pleines malgré la fraîcheur de mai. Les gens riaient, discutaient, vivaient leur vie normale. Au supermarché, j'ai croisé mon reflet dans les portes vitrées du rayon surgelé. Ma coupe courte me donnait un air différent. Plus moderne, ai-je pensé. Plus moi. J'ai acheté plus que nécessaire, des bougies parfumées, des sets de table colorées, une plante verte, même un tableau représentant le lac. De retour chez moi, j'ai disposé mes achats. La plante près de la fenêtre de la cuisine, le tableau dans le salon fraîchement peint. Petit à petit, la maison se transformait. Ce n'était plus juste une structure avec des murs et un toit. C'était en train de devenir un foyer. J'ai cuisiné pour la première fois dans ma cuisine. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes au pesto avec une salade. Mais c'était mes pâtes, dans ma cuisine, dans ma maison. J'ai mangé en écoutant la radio, en regardant le ciel s'assombrir par la fenêtre. Cette nuit-là, j'ai pris un bain dans la vieille baignoire sur pied. J'avais acheté des sels de bain à la lavande, et la salle de bain embaumait. Dans l'eau chaude, j'ai laissé mes muscles se détendre. Mes bras étaient douloureux d'avoir tant peint, mais c'était une bonne douleur. Une douleur de création, pas de destruction. En me séchant, j'ai regardé une dernière fois mes cheveux courts dans le miroir. Ma mère avait voulu me punir, m'humilier. Mais en coupant mes cheveux, elle avait sans le savoir coupé les derniers liens qui me retenaient à eux. J'étais libre maintenant. Vraiment libre. Avant de me coucher, j'ai fait le tour de ma maison. Mes murs verts, ma cuisine blanche, mes bougies, ma plante. Tout était simple, imparfait, mais authentique. Comme moi. Demain, je retournerai au travail. Il faudrait affronter les regards surpris, peut-être quelques questions. Mais ce soir, dans ma maison, avec mes cheveux courts et mes murs colorés, je me sentais enfin chez moi. J'ai éteint les lumières une par une, laissant seulement une bougie allumée dans le salon. Sa lueur dansait sur les murs verts, créant des ombres mouvantes. J'ai pensé à la lettre de Juliette, toujours dans le tiroir. Un jour, peut-être, je lui répondrai. Un jour, quand les blessures seraient moins à vif. Mais ce jour-là n'était pas encore venu. Pour l'instant, j'avais besoin de me reconstruire, morceau par morceau, comme j'avais repeint ces murs. Chaque jour serait une nouvelle couche, jusqu'à ce que l'ancienne Sophie, celle qui cherchait l'approbation de ses parents, soit complètement recouverte par la nouvelle. Dans mon lit, j'ai touché mes cheveux courts. Ils étaient doux, libérés du poids du passé. Demain, j'irai peut-être chez un vrai coiffeur pour arranger la coupe. Ou peut-être pas. Peut-être que je la garderai comme ça, imparfaite mais mienne, comme un badge d'honneur, une preuve de ma survie. La maison était silencieuse autour de moi. Pas le silence lourd et oppressant de l'appartement familial, mais un silence doux, accueillant. Le silence d'un endroit qui attend d'être rempli de vie, de rire, de souvenirs heureux. Mon endroit. Une semaine s'était écoulée depuis ma transformation capillaire forcée. J'avais repris le travail, affronté les regards étonnés de mes collègues avec un sourire. Émilie m'avait complimenté sur ma nouvelle coupe, disant que ça me donnait un air très parisien chic. Si elle savait. Ce samedi matin, j'étais en train d'assembler une étagère Ikea dans le salon quand on a sonné à la porte. J'ai d'abord pensé que c'était Madame Perrier avec une de ses tartes aux myrtilles, mais en regardant par le Judas, j'ai vu une femme élégante que je ne connaissais pas, cheveux argentés parfaitement coiffés,
manteau de cachemire beige, sac à main en cuir qui devait coûter mon salaire mensuel. J'ai ouvert, méfiante. Oui. La femme m'a regardé avec des yeux bleus intenses, les mêmes que ceux de ma mère. Sophie. Sa voix tremblait légèrement. Je suis Éléonore. Ta grand-mère. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, incrédule. Ma grand-mère est morte quand j'avais 5 ans. Qui êtes-vous vraiment? Elle a sorti un portefeuille de son sac et m'a tendu une photo. C'était ma mère, jeune, peut-être 16 ans, souriante. Je ne l'avais jamais vue sourire comme ça. À côté d'elle, la femme qui se tenait devant moi, plus jeune mais reconnaissable. Françoise t'a dit que j'étais morte. C'était plus simple que d'expliquer la vérité. J'étais tétanisée. Ma main serrait la poignée de la porte si fort que mes articulations blanchissaient. Quelle vérité? Est-ce que je peux entrer? Ce n'est pas une conversation à avoir sur le pas de la porte. Je me suis écartée, la laissant passer. Elle a regardé autour d'elle, observant le salon à moitié meublé, les murs verts, l'étagère Ikea en pièces détachées sur le sol. C'est charmant. Tu as fait ça toute seule? Oui. Le café? Elle a hoché la tête. Dans la cuisine, pendant que l'eau chauffait, je l'observais du coin de l'œil. Elle se tenait droite, élégante, mais il y avait quelque chose de vulnérable dans sa façon de serrer son sac contre elle. J'ai servi le café dans mes 2 seules tasses potables. Nous nous sommes assises face à ma petite table de cuisine. Le silence s'étirait, lourd de questions non posées. Comment m'avez-vous trouvé, ai-je finalement demandé. J'ai mes sources. Et puis, Annecy n'est pas si grand. Quand j'ai appris qu'une certaine Sophie Martin avait acheté une maison ici. Vous me surveillez? Elle a secoué la tête. Non. Mais je n'ai jamais arrêté de m'intéresser à vous, toi et Juliette. De loin. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Éléonore a pris une gorgée de café, grimaçant légèrement, j'avais toujours eu la main lourde sur la dose. J'ai appris ce qui s'est passé. Ce que Françoise t'a fait. Son regard s'est posé sur mes cheveux courts. Je suis désolée. Comment savez-vous? Juliette. Elle m'a appelée. Elle était bouleversée. Juliette connaissait notre grand-mère prétendument morte? Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Toute ma vie n'était qu'un château de cartes construit sur des mensonges. Raconte-moi, ai-je dit simplement. Éléonore a posé sa tasse. Françoise avait 18 ans quand elle est tombée enceinte. Le père était un musicien de jazz américain, de passage à Paris. Il ne savait même pas qu'elle était enceinte quand il est reparti. Mon mari, ton grand-père, était furieux. L'honneur de la famille, tu comprends. C'était 1975, les choses étaient différentes. Je l'écoutais, fascinée malgré moi. Ma mère, enceinte à 18 ans? Elle qui prêchait toujours la vertu et le mariage? J'ai voulu l'aider, la soutenir. Mais ton grand-père a posé un ultimatum, soit elle avortait et on oubliait tout, soit elle partait. J'ai essayé de le raisonner, mais il était inflexible. Françoise a choisi de partir. Mais alors, mon père. Bernard l'a rencontré quelques années plus tard. Il savait pour le bébé, qui avait été adopté. Il l'a épousé quand même. C'était un homme bon. Et était. Il l'est toujours, j'imagine. Mais la bonté sans courage, c'est de la lâcheté. C'était comme si quelqu'un avait ouvert les rideaux dans une pièce sombre. Tant de choses prenaient sens maintenant. La rigidité de ma mère, son obsession du qu'en dira-t-on, sa peur maladive du jugement. Quand ton grand-père est mort, il y a 15 ans, j'ai essayé de renouer contact. Françoise a refusé. Elle m'a interdit d'approcher ses filles. Elle avait construit une nouvelle vie, une nouvelle histoire. J'étais un rappel du passé qu'elle voulait oublier. Et vous avez accepté? Qu'est-ce que je pouvais faire? Débarquer dans votre vie et tout détruire? J'ai respecté son choix. Mais j'ai toujours gardé un œil sur vous. Les articles dans le journal du lycée, tes résultats au bac, ton travail à Lyon. J'étais fière, tu sais.
Les larmes me montaient aux yeux. Cette femme, cette inconnue, avait suivi ma vie de loin, avait été fière de moi. Alors que ma propre mère. Pourquoi Juliette vous connaît? Elle m'a trouvée il y a 2 ans. Elle faisait des recherches généalogiques pour son mariage. Elle est tombée sur mon nom dans les registres. Elle est maligne, ta sœur. Elle a fait le rapprochement. Et elle n'a rien dit? Elle avait promis à Françoise. Mais après ce qui s'est passé la semaine dernière, elle ne pouvait plus se taire. J'ai repensé à la lettre de Juliette. Son « j'aurais aimé avoir ton courage » prenait un nouveau sens. Elle aussi vivait avec des secrets, des mensonges. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ai-je demandé. Éléonore a tendu la main à travers la table, sans la poser sur la mienne, juste à mi-chemin, rien. Je voulais juste te connaître. Te dire que tu n'es pas seule. Que la folie de Françoise n'est pas de ta faute. C'est à cause de moi qu'elle est comme ça? Non. Sa véhémence m'a surprise. Non, ma chérie. Françoise était brisée bien avant ta naissance. Son père l'a rejetée, sa mère n'a pas su la protéger. Elle a construit une carapace si épaisse qu'elle a oublié comment aimer sans contrôler. Nous sommes restés silencieux un moment. Dehors, j'entendais les enfants des voisins jouer dans la rue. La vie normale qui continuait pendant que mon monde se réorganisait. Elle vous ressemble, ai-je dit finalement. Les yeux, la forme du visage. Toi aussi. Mais tu as quelque chose qu'elle n'a plus. La capacité de choisir ta propre voie. Elle s'est levée, a pris sa tasse et l'a rincée dans l'évier. Un geste simple, familier, qui m'a étrangement émue. Je ne veux pas m'imposer, a-t-elle dit. Mais si tu veux. J'habite Genève. Ce n'est pas loin. On pourrait se voir de temps en temps. Ou pas. C'est toi qui décides. Elle a sorti une carte de visite de son sac. Éléonore Dubois. Un numéro de téléphone, une adresse email. Simple. Et Dubois. Comme la famille du fiancé de Juliette? Elle a souri. Une coïncidence ironique. Pas de lien de parenté, heureusement. Quoique dans la bourgeoisie française, on ne sait jamais. Je l'ai raccompagnée à la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Et tu sais, j'avais les cheveux très courts aussi, à ton âge. C'était pendant mai 1968. Mon père était fou de rage. J'ai touché instinctivement ma tête. Qu'est-ce que vous avez fait? Je les ai gardés courts pendant 10 ans. Jusqu'à ce que ce soit mon choix de les laisser pousser, pas le sien de me l'interdire. Après son départ, je suis restée longtemps debout dans l'entrée, la carte de visite dans la main. Ma grand-mère était vivante. Ma mère avait un passé secret. Ma sœur savait et n'avait rien dit. Toute ma famille était un théâtre d'ombre où chacun jouait un rôle. J'ai fini d'assembler l'étagère IKEA en repensant à notre conversation. Via avec vis B, planche 1 avec planche 2. Si seulement les relations familiales avaient un mode d'emploi aussi clair. Le soir, j'ai appelé Juliette. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Sophie. Je suis tellement désolée. Pour tout. Tu savais. Pour Éléonore. Un silence. Oui. Maman m'avait fait jurer. Elle disait que c'était pour nous protéger. Protéger de quoi? Je ne sais pas. Du passé? De la vérité? Elle a toujours eu tellement peur qu'on découvre qu'elle n'était pas parfaite. Elle t'a déjà frappé? Non. Jamais. C'est toujours sur toi que ça retombait. Je m'en veux tellement de ne pas t'avoir défendu. J'ai regardé par la fenêtre. Le lac scintillait sous les derniers rayons du soleil. On était des enfants, Juliette. Ce n'était pas ta responsabilité. Peut-être. Mais maintenant je suis adulte. Et je choisis mon camp. Il n'y a pas de camp. Il y a juste une famille dysfonctionnelle qui essaie de survivre à ses propres mensonges. Tu vas revoir grand-mère? Je ne sais pas. Peut-être. C'est beaucoup à digérer. Elle est gentille, tu sais. Rien à voir avec maman. Après avoir raccroché,
j'ai posé la carte d'Éléonore sur ma nouvelle étagère, à côté d'une photo de moi enfant, une des rares où je souriais. La petite Sophie sur la photo ne savait pas encore que sa grand-mère était morte, que sa mère cachait un passé douloureux, que l'amour pouvait ressembler à de la violence. J'ai caressé mes cheveux courts. Ils commençaient à repousser, formant une sorte de duvet doux sur mon crâne. Comme moi, ils repoussaient plus fort, plus libres. Dans ma cuisine repeinte, j'ai préparé le dîner en écoutant du jazz. Un clin d'œil involontaire au musicien américain qui avait, sans le savoir, changé le cours de l'histoire de ma famille. Quelque part dans le monde, j'avais peut-être un demi-frère ou une demi-sœur qui ne savait pas que j'existais. La vie était plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Mais ici, dans ma maison, avec mes murs verts et mes secrets dévoilés, je commençais à comprendre que la complication n'était pas forcément une malédiction. Parfois, c'était juste la vérité qui refusait de rester enterrée. Un mois passa. Un mois pendant lequel mes cheveux ont timidement repoussé, formant une coupe courte mais stylée que le coiffeur du centre-ville avait habilement arrangée. Très tendance, avait-il dit en passant ses doigts dans ce qui restait de ma chevelure. Ça vous va bien mieux que les cheveux longs. J'avais échangé quelques emails avec Éléonore. Des messages prudents, polis, comme deux étrangères qui apprennent à se connaître. Elle m'envoyait des photos, elle jeune à Paris, manifestant en 68, elle avec mon grand-père lors de leur mariage, elle avec ma mère bébé. Chaque image était une pièce du puzzle familial que je reconstituais lentement. Juliette venait me voir tous les week-ends. Elle apportait des croissants de la boulangerie de la gare, et nous prenions le petit déjeuner ensemble dans ma cuisine maintenant entièrement repeinte. Elle m'aidait à choisir des rideaux, à accrocher des tableaux, à transformer cette maison en véritable foyer. « Tu devrais leur parler, me disait-elle souvent. Papa surtout. Il est malheureux. Mais j'étais encore trop blessée. Les mots cruels de ma mère résonnaient encore dans ma tête. La vision de mon père, immobile pendant qu'elle me coupait les cheveux, me hantait. C'est un mardi soir que j'ai finalement trouvé le courage. J'étais rentrée tard du travail, épuisée par une journée de réunions interminables. En ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille, l'écriture tremblante de mon père. Ma Sophie, je suis un lâche. J'ai toujours été un lâche. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû parler. Mais j'ai choisi le silence, comme toujours. Je ne mérite pas ton pardon, mais sache que je t'aime. Tu as toujours été la plus courageuse de nous tous. J'ai lu et relu la lettre, assise sur les marches devant ma porte. Les mots de mon père, si rares, si précieux. En 30 ans, je ne l'avais jamais entendu dire qu'il m'aimait. Le samedi suivant, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à Paris. Cette fois, pas de bouteille de vin, pas de macarons. Juste moi, mes cheveux courts qui repoussaient, et une détermination nouvelle. J'ai sonné à l'interphone. C'est Juliette qui a répondu. « Monte vite » a-t-elle chuchoté. L'appartement était exactement comme dans mes souvenirs. Même odeur de cire d'abeille, même silence pesant. Mais cette fois, je n'étais plus la petite fille qui cherchait l'approbation. J'étais une femme qui possédait sa propre maison, qui avait survécu à la tempête. Ma mère était dans la cuisine, dos tourné, épluchant des légumes pour le déjeuner dominical. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entrée. « Je sais que c'est toi » a-t-elle dit, sa voix dénuée d'émotion. Juliette m'a prévenue. « Maman. » Elle s'est finalement retournée. J'ai été choquée par son apparence. Elle avait maigri, des cernes profonds soulignaient ses yeux. Elle a regardé mes cheveux, maintenant coiffés professionnellement, et quelque chose a traversé son visage. Du regret, peut-être. Qu'est-ce que tu veux ? Parler. Comprendre. Elle a posé son économe, s'est essuyé les mains sur son tablier. Toujours ses gestes méticuleux, contrôlés. Il n'y a rien à comprendre. Tu as fait ton choix. Non, maman. C'est toi qui as fait un choix. Tu as choisi la violence. Elle a tressailli. J'étais en colère. La colère n'excuse pas tout. J'ai vu Éléonore. Le nom a eu l'effet d'une bombe. Ma mère s'est agrippée au bord de l'évier, les jointures blanches.
Elle n'avait pas le droit. Je lui avais interdit. Elle avait tous les droits. C'est ma grand-mère. Tu m'as menti pendant 30 ans. Pour te protéger. Me protéger de quoi? De la vérité? Que tu étais humaine? Que tu avais fait des erreurs? Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en un mois. Quand il m'a vue, ses yeux se sont emplis de larmes. Sophie. Ma petite fille. Je me suis approchée de lui, et il m'a serrée dans ses bras. C'était la première fois depuis mes 10 ans. Il sentait toujours la même eau de Cologne, celle que ma mère lui offrait chaque Noël. Pardon, a-t-il murmuré. Pardon de ne pas avoir été le père que tu méritais. Ma mère nous regardait, quelque chose se brisait dans son regard. La forteresse qu'elle avait construite autour d'elle montrait des fissures. Vous êtes tous contre moi, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Non, maman. On est tous ensemble. Si tu acceptes de laisser tomber le masque. Elle s'est assise lourdement sur une chaise. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère pleurer. Pas les larmes délicates qu'elle versait aux enterrements, mais de vrais sanglots qui secouaient ses épaules. Je ne voulais pas être comme elle, a-t-elle fini par dire entre deux sanglots. Comme ma mère. Elle a accepté que mon père me rejette. Elle n'a pas combattu pour moi. Alors j'ai juré d'être forte, de ne jamais montrer de faiblesse. Mais tu es devenue exactement ce que tu détestais. Tu m'as rejetée pour avoir osé être indépendante. Je sais. Mon Dieu, je sais. Quand j'ai vu tes cheveux par terre. J'ai vu le monstre que j'étais devenue. Juliette nous a rejoints, apportant du thé. Nous nous sommes assis tous les 4 autour de la table de la cuisine, cette table où tant de repas silencieux avaient été partagés. Je ne sais pas si je peux pardonner, ai-je dit honnêtement. Pas tout de suite. Ma mère a hoché la tête. Je comprends. Je ne me pardonne pas moi-même. Mais on peut essayer de reconstruire. Différemment. En étant honnête. Mon père a pris ma main. Ta maison. On pourrait venir la voir? Quand tu seras prête? J'ai regardé ma famille. Brisée, imparfaite, mais réelle. Peut-être. Un jour. Il y a encore des travaux à finir. Nous avons parlé pendant des heures. Ma mère nous a raconté sa grossesse à 18 ans, la honte, le rejet de son père, la douleur d'abandonner son bébé. Mon père a parlé de ses peurs, de sa lâcheté, de son amour maladroit. Juliette a avoué qu'elle enviait ma liberté, qu'elle se mariait plus par obligation que par amour. Annule le mariage, ai-je dit spontanément. Elle a ri, un rire triste. Si seulement c'était si simple. Les faire-part sont envoyés, la salle réservée. C'est ta vie, Juliette. Tu as le droit de changer d'avis. Ma mère, étonnamment, a acquiescé. Elle a raison. J'ai passé ma vie à faire ce qu'on attendait de moi. Regarde où ça m'a mené. C'était surréaliste. Ma mère, la gardienne des traditions, encourageait sa fille cadette à annuler un mariage arrangé. Avant de partir, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Les cheveux, c'était la ligne rouge. Ne me touche plus jamais. Elle a baissé la tête. Jamais. Je te le promets. Je suis rentrée à Annecy ce soir-là avec un poids en moins sur les épaules. La route défilait sous la lumière des phares, et j'ai chanté avec la radio, quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Ma maison m'attendait, silencieuse et accueillante. J'ai allumé toutes les lumières, mis de la musique, ouvert une bouteille de vin. Pas pour célébrer, mais pour marquer un tournant. J'ai envoyé un message à Éléonore, j'ai parlé à maman. C'était dur mais nécessaire. Merci d'avoir ouvert la porte. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, je suis fière de toi. Bienvenue dans la famille des survivantes. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar. Le lendemain, j'ai téléphoné à un entrepreneur pour refaire la salle de bain. Il était temps de remplacer la vieille baignoire, d'installer une douche moderne. Ma maison évoluait avec moi. Juliette m'a appelé le lundi suivant. J'ai parlé à Thomas. Le mariage est reporté.
Indéfiniment. Comment il a pris? Soulagé, je crois. Nous n'étions prêts ni l'un ni l'autre. Et les parents? Papa est content. Maman, elle apprend. J'ai raccroché en souriant. Ma rébellion avait créé des ondulations, comme une pierre jetée dans l'eau. Ma sœur trouvait sa voie, ma mère apprenait l'humilité, mon père découvrait le courage. Une semaine plus tard, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, un album photo et une lettre de ma mère. J'ai pensé que tu aimerais avoir ça. Ce sont des photos de toi enfant, mais aussi de moi à ton âge. Tu verras, nous nous ressemblons plus que tu ne le crois. J'espère qu'un jour tu pourras voir en moi autre chose qu'un monstre. Ta mère qui t'aime, maladroitement mais sincèrement. J'ai feuilleté l'album. Des photos de moi bébé, puis enfant, puis adolescente boudeuse. Et effectivement, des photos de ma mère jeune. Nous avions le même regard déterminé, le même menton volontaire. Mais là où elle avait choisi la rigidité, j'avais choisi la liberté. J'ai posé l'album sur mon étagère, à côté de la carte d'Éléonore et de la lettre de mon père. Les morceaux de mon histoire familiale s'assemblaient peu à peu, formant une image complexe mais complète. Ce soir-là, en regardant le lac depuis ma fenêtre, j'ai touché mes cheveux qui poussaient doucement. Dans quelques mois, ils seraient assez longs pour que je puisse choisir, les garder courts ou les laisser pousser. Cette fois, ce serait vraiment mon choix. La sonnette a retenti. C'était Madame Perrier avec une tarte aux pommes. J'ai fait trop de pâtes, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Nous savions toutes les deux que c'était un mensonge bienveillant. Nous avons mangé la tarte ensemble, en parlant de tout et de rien. Elle m'a raconté sa jeunesse, ses propres rébellions. Chaque génération doit trouver sa façon de briser les chaînes, a-t-elle dit. Vous l'avez fait avec grâce. Après son départ, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas le bonheur éclatant des contes de fées, mais un bonheur tranquille, solide. J'avais une maison, un travail que j'aimais, une famille qui apprenait à communiquer, une grand-mère retrouvée, une voisine bienveillante. J'ai pris une photo de moi dans le miroir de l'entrée. Cheveux courts mais coiffés, sourire apaisé, ma maison en arrière-plan. Je l'ai envoyée à Éléonore avec un message, la nouvelle moi dans sa nouvelle vie. Sa réponse m'a fait sourire, magnifique. Tu ressembles à ta mère, mais en mieux. Tu as choisi la lumière. Les mois ont passé comme les saisons sur le lac d'Annecy. L'été indien avait cédé la place à l'automne, puis à l'hiver avec ses sommets enneigés visibles depuis ma fenêtre. Ma petite maison s'était métamorphosée, reflétant ma propre transformation. Le salon vert sauge était maintenant meublé d'un canapé confortable chiné dans une brocante de Chambéry, de bibliothèques qui débordaient de livres, et de plantes vertes qui prospéraient près des fenêtres. La cuisine brillait de ses nouveaux carreaux blancs, et j'avais installé une petite table ronde où je prenais mes repas en regardant le jardin. Ah, le jardin. Ce qui était autrefois un terrain vague envahi de mauvaises herbes était devenu mon sanctuaire. Avec l'aide de Madame Perrier, experte en jardinage, j'avais planté des herbes aromatiques, des rosiers grimpants, même un petit potager. Les matins de printemps, je prenais mon café dehors, écoutant les oiseaux chanter dans le vieux cerisier. Ma relation avec ma famille avait trouvé un nouvel équilibre. Mes parents venaient me voir une fois par mois. Ma mère, fidèle à sa promesse, ne faisait plus de remarques blessantes. Elle avait même commencé une thérapie, quelque chose d'impensable il y a 1 an. Mon père, libéré du poids du silence, parlait davantage, partageait ses souvenirs, ses regrets, ses espoirs. Juliette avait définitivement annulé son mariage et s'était inscrite en master de psychologie. Je veux comprendre pourquoi les familles dysfonctionnent, m'avait-elle dit. Elle louait un petit studio à Grenoble et venait souvent me voir le week-end. Nous avions développé une vraie complicité, celle que nous n'avions jamais eue enfant. Éléonore était devenue une présence régulière dans ma vie. Nous déjeunions ensemble tous les 15 jours à Genève ou Annecy. Elle me racontait l'histoire familiale, comblait les trous, apportait des photos jaunies. Grâce à elle, j'avais retrouvé des cousins en Bretagne, une tante en Provence. La famille s'élargissait au-delà du noyau toxique de mon enfance. Mon travail aussi avait évolué. La confiance retrouvée se reflétait dans mes performances. Émilie m'avait proposé un poste de chef de projet, avec une équipe à gérer.
J'avais accepté, surprise de découvrir que je savais diriger avec bienveillance, sans reproduire les schémas autoritaires de ma mère. Un jour de mai, alors que mes cheveux avaient retrouvé une longueur respectable, un carré moderne que je gardais par choix, pas par obligation, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. La vraie, celle que je n'avais pas pu faire un an plus tôt. Ils sont tous venus. Mes parents, Juliette, Éléonore, mes collègues, Madame Perrier et d'autres voisins devenus amis. Le jardin était décoré de guirlandes lumineuses, la table croulait sous les plats que chacun avait apportés. Des rires résonnaient dans l'air doux du printemps. J'ai regardé ma mère parler avec Éléonore pour la première fois depuis 30 ans. C'était tendu au début, puis j'ai vu ma mère essuyer une larme pendant que sa mère lui prenait la main. La réconciliation, lente mais réelle. Thomas, l'ex-fiancé de Juliette, était là aussi, avec sa nouvelle copine. Ils étaient restés amis, libérés tous deux d'un engagement qui ne leur correspondait pas. Il m'a remercié, sans votre courage, nous serions malheureux aujourd'hui. Vers la fin de la soirée, alors que le soleil se couchait sur le lac, j'ai levé mon verre. À la famille qu'on choisit de reconstruire, aux cheveux qui repoussent, aux maisons qui deviennent des foyers. Mon père a ajouté, à nos filles courageuses qui nous apprennent à vivre. Ma mère, d'une voix que l'émotion rendait fragile, au pardon et au nouveau départ. Éléonore, aux vérités qui libèrent. Juliette, aux sœurs qui se trouvent enfin. Madame Perrier, aux voisines qui deviennent famille. Nous avons bu, ri, pleuré un peu. La soirée s'est étirée sous les étoiles. Des lucioles dansaient dans le jardin, comme de petites étincelles de magie. Plus tard, alors que les invités étaient partis et que je rangeais les dernières assiettes, j'ai trouvé un paquet sur la table de la cuisine. Un mot de ma mère, pour ta nouvelle vie. À l'intérieur, un coffret en bois contenant des bijoux de famille. Le collier de perles de mon arrière-grand-mère, les boucles d'oreilles art déco d'Éléonore jeune, une broche en forme d'hirondelle. Des trésors transmis de génération en génération, enfin arrivés jusqu'à moi. J'ai mis le collier de perles, me regardant dans le miroir. Avec mes cheveux courts, il avait une élégance moderne. Je ne ressemblais plus à la femme qui avait fui l'appartement familial un an plus tôt, les cheveux massacrés, l'âme en morceaux. Le téléphone a sonné. C'était Marc, un collègue avec qui j'avais développé une amitié qui évoluait doucement vers quelque chose de plus. La soirée était magnifique. Merci de m'avoir invité dans ton monde. Nous avons parlé longtemps, facilement. Après avoir raccroché, j'ai souri. L'amour viendrait peut-être, ou pas. Pour l'instant, j'apprenais à m'aimer moi-même, à aimer ma vie, ma liberté chèrement acquise. J'ai fait le tour de ma maison, éteignant les lumières une par une. Dans chaque pièce, des souvenirs heureux commençaient à s'accumuler. Les dîners avec Juliette, les visites d'Éléonore, les après-midi jardinage avec Madame Perrier, même les déjeuners guindés mais apaisés avec mes parents. Dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre. L'air nocturne portait l'odeur du chèvrefeuille que j'avais planté sous la fenêtre. Au loin, les lumières d'Annecy se reflétaient sur l'eau calme du lac. J'ai sorti mon journal, une habitude prise après la thérapie que j'avais commencé moi aussi. Les pages racontaient ma transformation, de la femme brisée à la femme reconstruite. J'ai écrit, 1 an après. Mes cheveux ont repoussé, mais je garde la coupe courte. Ma maison est devenue un foyer. Ma famille s'est élargie et apaisée. Je ne suis plus en colère. Je suis reconnaissante. Pour la douleur qui m'a fait grandir, pour le courage que j'ai trouvé, pour la vie que j'ai choisi de bâtir. Demain, j'emmène maman visiter un appartement à Annecy. Elle et papa envisagent de se rapprocher, de quitter Paris et ses fantômes. Juliette termine son master avec mention. Éléonore organise un repas de famille élargi pour ses 75 ans. La vie n'est pas parfaite. Il y a encore des moments de tristesse, des conversations difficiles, des blessures qui mettent du temps à cicatriser. Mais c'est ma vie. Choisie, assumée, aimée. J'ai refermé le journal et me suis glissée dans mon lit. Les draps sentaient la lavande du jardin. Par la fenêtre ouverte, j'entendais le clapotis lointain du lac, le ululement d'une chouette, le bruissement des feuilles dans la brise nocturne. 1 an plus tôt, j'avais signé les papiers de cette maison en rêvant de liberté.
Je ne savais pas alors que la vraie liberté viendrait de la capacité à pardonner, à reconstruire, à choisir l'amour plutôt que la rancune. Mon téléphone a vibré. Un message de Juliette: merci d'avoir été la première à oser. Tu nous as tous sauvés. J'ai souri dans l'obscurité. Je n'avais sauvé personne. J'avais juste refusé de perpétuer le cycle. J'avais choisi de couper mes liens toxiques comme ma mère avait coupé mes cheveux, brutalement mais nécessairement. Et de cette destruction était née une reconstruction, plus solide, plus vraie. Le sommeil est venu doucement. Demain serait un nouveau jour dans ma maison au bord du lac, avec ses murs colorés et ses fenêtres ouvertes sur l'avenir. Demain, mes cheveux courts brilleraient au soleil du matin, signe visible de ma renaissance. Dans mon demi-sommeil, j'ai effleuré ma nuque. Les cheveux étaient doux, soyeux. Ils avaient repoussé plus fort, comme moi. Nous avions survécu à la tempête, ma chevelure et moi. Nous étions libres. La maison respirait autour de moi, accueillante et sûre. Quelque part dans Annecy, ma famille dormait aussi. Imparfaite mais réelle, blessée mais en voie de guérison. Nous avions tous appris que l'amour pouvait prendre différentes formes, que le pardon était possible, que la liberté se gagnait parfois dans la douleur mais valait chaque larme versée. Au matin, je me réveillerais dans ma vie choisie. Je ferais du café dans ma cuisine ensoleillée, j'arroserais mon jardin, je téléphonerais à Éléonore pour confirmer notre déjeuner. Je vivrais, simplement mais pleinement, sans chercher d'approbation, sans craindre le jugement. Ma maison. Ma vie. Mon choix. C'était plus que suffisant. C'était tout.